bonjour. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue encore une fois dans votre émission Touche à tout. Comme vous le savez, c'est une émission socio-culturelle qui vous aide à analyser la situation générale d'ailleurs du pays. Donc, touchons parce que beaucoup de secteurs, voire les secteurs économiques, politiques, social, mais aussi culturels. Donc, question pour nous, bien de promouvoir notre culture, mais aussi de faire connaître aux Congolais la situation générale du Congo. C'est toujours avec Shadrack Kintibou que je passe à cette émission. Shadrack Kintibou, bonsoir. Bonsoir Amour, bonsoir. Je pense que tu vas très bien. Je vais toujours, ça va toujours. Jusque-là, je me porte bien et par la grâce de Dieu, comme d'habitude, que tout va bien. Vraiment. Bien, mesdames et messieurs, puisque nous sommes touche à tout, en d'autres termes, nous sommes polyvalents, aujourd'hui nous allons parler économie. L'oscillation du taux d'échange, perte du pouvoir d'achat, les causes majeures impactant la chute de notre économie, mais aussi l'actualité à la une. C'est au cours de cette émission que nous allons bien éplucher avec notre invité spécial. Mesdames et messieurs, il est économiste de formation et professeur à l'UPC. Il a travaillé pendant 15 ans pour la République démocratique du Congo, mais aussi il a été économiste à la Banque africaine de développement. Et c'est avec lui que nous allons essayer pour parler la situation économique du pays. Il s'appelle M. Alexandre Nchoué. Monsieur Alexandre, nous vous disons bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je me porte bien. Vraiment, merci d'être venu. C'est un plaisir. D'accord, avant d'entamer les questions qui taraudent la situation de notre pays, j'aimerais que vous puissiez un peu vous présenter ou encore parler de vous en quelques lignes si possible. Je suis congolais, fils de ce pays et économiste de formation. J'enseigne l'économie depuis plusieurs années et je ne cours à plusieurs personnes. Comme vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion ou l'opportunité, par la grâce de Dieu, de travailler pour le gouvernement de la République, mais également pour plusieurs organisations internationales. Et voilà, et j'enseigne l'économie. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Alexandre, hier, les taux d'échange pour les dollars étaient à 920 pour 1 dollar. Et aujourd'hui, ces taux est en train de s'orienter entre 1980 encore 2000. Et on a remarqué une dépréciation presque de 1080 francs. Alors que nous avons des institutions habilitées à pouvoir trouver des solutions miracles ou encore des mesures ad hoc ou draconiennes pour stopper ces fléaux qui gangrènent notre pays aujourd'hui. Vous, en tant qu'économiste pointu, je vais dire, quel conseil donneriez-vous au gouvernement congolais? Bon, il faut analyser l'évolution de l'économie dans le temps pour comprendre comment est-ce que les variables clés de l'économie se comportent. Parce que là, vous avez parlé du taux de change. Bien sûr. Et le taux de change, c'est le prix en fait, de la monnaie nationale par rapport à la devise. Et ce prix est déterminé par le rapport de force qu'il y a entre l'offre et la demande de devises sur le marché. Lorsque la demande de devises est supérieure à l'offre de devises, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre se résout par une perte de pouvoir d'achat de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère. C'est ce qui s'observe actuellement. Mais pourquoi? C'est parce que notre économie n'arrive pas à fonctionner correctement. C'est vrai que de 2010 à 2014-2015, on a réalisé une croissance économique assez importante. En 2014, par exemple, on a frôlé 10%, on avait 9,2% de croissance économique, une très grande performance. Mais arrivé en 2016, l'économie a connu une perte de vitesse. La croissance était à 6,9% et tombée à 2,4%. Une année après, soit en 2017, on s'est légèrement relevé, on est passé à 3,5%. Mais ce n'est rien comparé à ce que nous avons comme potentiel de production, mais également ce que nous avons comme charge sur le plan humain, parce que pour apprécier la contribution du progrès de l'économie en termes de bien-être, ne serait-ce qu'en moyenne, on tient compte également de l'évolution démographique. Et en 2018, l'économie a fait 5,8% de croissance. En 2019, on est tombé à 4,6, soit un recul de 1,5 points. Et aujourd'hui, avec la crise qui a surgi depuis la survenue de la Covid, l'économie s'est enlisée dans la récession. Si bien même que, selon les prévisions du gouvernement, on pourrait finir cette année avec un taux de croissance négatif, soit moins 2,2%. Donc, toute cette évolution montre que la production ne tourne pas correctement avec la crise qui existe actuellement. Et ça justifie aussi que notre capacité à exporter est un peu diminuée. D'autant plus que la demande globale et mondiale ont eu à faire quoi? À diminuer. Donc, ce qui fait que les rentrées en devises dans le pays ont baissé. Donc, l'offre de devises sur le marché local a baissé. Mais dans une période de crise où la spéculation est très élevée,
les gens ont en RDC une forte préférence pour la monnaie étrangère, ce qui fait que la demande de devises a augmenté plus ou moins et l'offre a diminué. Et c'est cette rupture-là de l'équilibre qui fait que le taux de change a glissé, comme vous le dites là. Donc c'est un élément qui est justifié par un choc exogène qui touche aujourd'hui l'économie, mais qui a commencé depuis quelques années. Et aujourd'hui, avec la Covid, la situation s'est renforcée. Oui, c'est très difficile parce que le choc touche toutes les économies du monde. Même l'économie américaine, la plus performante du monde, et l'économie chinoise sont aussi touchées. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse, bien sûr, définir un certain comportement pour ne serait-ce que contenir. Et donc, dans le cas d'espèce, il serait donc important pour que ceux qui conduisent la politique économique du gouvernement puissent adopter un comportement de resserrement de certaines dépenses, d'une certaine discipline dans la gestion des finances publiques et de la gestion monétaire pour arriver à créer une certaine accalmie sur le marché. Merci professeur. Alors, notre pays, si nous observons du côté monétaire, on remarque que depuis l'accès à l'indépendance, les taux ne fait que grimper. Le gouvernement, il n'y a pas de mesures à pallier pour que nous arrivions toujours à maîtriser les taux parce que ça ne fait que de variations depuis que nous sommes entrés à l'indépendance. Est-ce que le gouvernement n'a pas de mesures un peu drastiques qui pourra faire en sorte que nous puissions un peu maîtriser cette économie? Mais bien sûr que si. Je n'aime pas utiliser le mot impossible. Je suis de ceux qui croient que le possible existe et on peut y arriver. Mais tout dépend de la manière dont les acteurs se comportent, comment les acteurs définissent les politiques et aussi les implémentent. Parce que la qualité d'une action dépend de la manière dont vous la pensez au départ. Si le diagnostic que vous posez sur l'économie n'est pas correct, ne vous n'avez pas à déboucher à de bonnes recommandations en termes de politique économique. Le diagnostic est bon. Vous faites aussi des bonnes définitions. Mais si vous n'avez pas les moyens de mettre en œuvre cette politique, on n'aura pas aussi les résultats. Donc en RDC, il y a une conjugaison de plusieurs facteurs. Il y a le facteur homme qui dérange des fois parce que des fois l'homme appréhende mal les choses. L'appareil statistique qui des fois va servir pour renseigner utilement sur les problèmes ne tourne pas correctement. Le budget de l'État étant maigre, on a des moyens limités pour mener ces actions. Donc quand vous faites cette conjugaison d'éléments, vous comprenez qu'il est difficile dans un processus pareil d'arriver à bien gérer. Mais si on s'impose de la discipline à tous les niveaux, on pourrait arriver à gérer. Donc le mot impossible n'est pas présent. Donc il est possible de donner à l'économie congolaise un nouveau visage. Mais il faudrait faire des réformes profondes. Il faudrait vraiment transformer le modèle économique du pays, améliorer la gouvernance économique. Comment est-ce que nous pilotons? Et pour ça, il faut que le gouvernement soit fort. Il faudrait que les institutions qui sont impliquées dans la gestion de l'économie soient fortes également. Puisque nous parlons de l'économie, je peux dire que notre pays, la RDC, exporte presque tout. Donc je peux dire que nous sommes devenus des experts en exportation, voire la farine de maïs, les blés, et pour ne citer que cela. Alors que nous avons des potentialités possibles pour rehausser un peu l'économie de notre pays. Prenons par exemple les projets Bukangalonzo, où l'État a financé, il y a eu des déboursements de beaucoup, et alors beaucoup de millions. Mais malheureusement, il n'y a pas longtemps que le Premier ministre a investigué sur ça. Il a trouvé que 2 engins sans moteur. Alors que ces projets pouvaient produire des millions de dollars au profit du peuple congolais. Alors, vous, en tant qu'économiste... Effectivement, notre économie ne tourne pas correctement parce que nous avons une structure de production peu diversifiée. Peu sont les leviers sur lesquels on se fonde pour réaliser les progrès. Et généralement, chez nous en RDC, lorsqu'il y a croissance, cela est souvent tiré par le secteur minier. Et ce secteur minier est très dépendant de l'extérieur parce que nous n'avons pas à l'intérieur du pays la capacité de transformer nos minerais en matières premières. Ce qui fait que si les pays qui achètent à l'étranger connaissent un ralentissement ou un choc, ça se répercute sur notre économie. Donc c'est ce qui fait que nous sommes très vulnérables des chocs exogènes qui souvent touchent le secteur minier. Alors pour faire face à ce genre de situation, il nous faut diversifier notre base de production. On a un grand potentiel de production. Certains pays africains vivent que du tourisme. Mais nous, RDC, nous sommes le 5e pays au monde en matière ou en termes de biodiversité. Mais qu'est-ce que le secteur du tourisme nous rapporte? Rien du tout. Alors que des pays comme l'Égypte, le Kenya vivent essentiellement du tourisme. Donc vous comprenez par là qu'il y a un problème, il y a des secteurs d'activité qui ont un grand potentiel mais qui jusqu'à ce jour n'ont jamais été mis en valeur. Nous avons des ressources importantes en eau. 53% des sources d'eau douce d'Afrique sont en RDC. Donc tous les autres pays se partagent 47%. 50% c'est la RDC. C'est une ressource importante. Que faisons-nous de ces ressources? Nous avons un potentiel de production d'électricité énorme.
est-ce que nous sommes capables de produire et de servir d'abord les Congolais eux-mêmes en termes d'électricité et arriver aussi à exporter? Vous voyez qu'il y a un potentiel énorme. Nous avons un grand potentiel de production agricole, mais les Congolais pleurent de faim. Et chaque année, on importe de la nourriture pour plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui. Sur les derniers chiffres que j'ai vus, c'est presque 3 milliards de dollars. Mais c'est absurde. Comment est-ce qu'on peut arriver à cela? Il faut donc développer l'agriculture pour répondre aux problèmes de la faim. Et ce genre de défi, vu le nombre de personnes ou de bouches à nourrir, vu la sévérité de la faim et de la malnutrition dans le pays, demande qu'il y ait une transformation de l'agriculture. Ce n'est pas de l'agriculture paysanne que l'on fait là, parce qu'il n'y a pas à dire le vrai. Des vrais agriculteurs, ce sont des paysans qui font la culture de la terre pour assurer leur survie. Ils produisent pour leur survie et dégagent un excédent. Mais nous avons besoin d'une agriculture marchande qui dégagerait un surplus, qui ferait usage de l'intelligence pour améliorer la productivité, le rendement et la qualité de la gestion. Et donc, pour cela, il faudrait développer l'agriculture avec tout un schéma. Alors, certains, justement, ont pensé, et c'est important, qu'il fallait mettre en valeur ce potentiel en créant ce qu'on appelle des centres de développement intégrés. Parce que l'agriculture est une activité présente dans la RDC. Il faudrait voir comment accompagner ces petits agriculteurs pour arriver à accroître leur productivité, améliorer leur rendement et donner la nourriture. Alors, le projet des parcs agro-industriels, c'est un projet qui vise justement à faire en sorte que l'on puisse accroître de manière substantielle la productivité et le rendement de l'agriculture en RDC. Mais certaines personnes peuvent ne pas comprendre le bien fondé ou la pertinence de ce projet, mais je pense que pour des pays comme la RDC, il faudrait justement passer par des parcs agro-industriels. Parce que non seulement dans le projet, il y a l'activité agricole qu'il faut relancer. Et quand je parle d'activité agricole, je ne parle pas que de la culture de maïs. L'activité agricole dans toute sa globalité, avec des aspects liés à la pêche et l'élevage, tout ce qui va avec. Mais il y a aussi cette dimension de transformation de la production agricole pour qu'on puisse bâtir une industrie alimentaire en RDC. C'est ça, en fait, l'esprit qu'il y a derrière les parcs agro-industriels. Alors, vous avez parlé du projet Bukaranlozo. C'était un projet pilote qui a été effectivement mis en œuvre par le gouvernement de la République en collaboration avec une société sud-africaine. Mais le projet n'a pas eu à aboutir. Pourquoi? On peut se poser des questions. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on importe des aliments pour 3 milliards chaque année. Donc, il y a des commerçants qui gagnent par les importations alimentaires. Si aujourd'hui, la RDC arrive à produire plus sur le plan alimentaire et agricole, qu'est-ce qui va en résulter? Ils vont perdre une opportunité d'affaires. Et si ces gens-là se comportent en rentiers protecteurs, que va-t-il se passer? Ils peuvent développer en eux des stratégies qui pourraient consister à lutter contre la mise en œuvre ou l'implémentation d'un tel projet. Ça, c'est une hypothèse. Et donc, je pense que le projet, dans son essence, ne pose pas de problème. Parce que le pays, comme j'ai dit, a des sérieux problèmes de malnutrition qu'il faut régler. Mais ça demande une transformation profonde de la culture. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce que le projet a été mis en œuvre et piloté? Parce qu'il y a un gouvernement qui a commencé la chose. Mais après ce gouvernement, il y a eu un autre gouvernement et encore un autre et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on a continué avec le projet comme il se devait? Est-ce que les énergies déployées ont été les mêmes? Parce que les projets qui transforment l'économie demandent beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de la Chine, n'est-ce pas, comme étant la deuxième puissance économique du monde. Mais en 1984, la Chine avait la même situation que nous. Mais qu'est-ce qui a fait que la Chine soit ce qu'elle soit? Mais la Chine a subi des transformations profondes avec des grands programmes, des grands projets. Et moi, j'ai eu la chance, le pays m'a envoyé en Chine à un moment donné pour étudier un peu comment est-ce que la Chine a connu des transformations. C'est à travers des grands projets intégrateurs de cette nature-là. Mais quand les Chinois ont lancé ces projets, ils se sont investis corps et âme. Des fois, il faut se torturer pour devenir fort. Vous avez parlé de moi comme économiste. Vous croyez que c'est de manière soudaine que je deviens économiste? Non. J'ai appris l'économie. Il y a des gens où j'ai appris l'économie, mais chaque jour, la nuit, je prends le temps pour lire. Chaque jour, jusqu'à ce jour. Comme pour dire qu'à 2h du matin, 3h du matin, vous me verrez en train de lire. J'apprends. C'est comme ça qu'on avance. Il faut torturer des fois ce corps pour gagner. Pour arriver aussi à transformer le pays, il faut faire des Professeur Choué, alors vous étiez en train de parler des Bukaranlozo. Alors on va un peu parler des exportations. Alors, touchons d'abord un tout petit peu ces points des Bukaranlozo. Il y a vraiment l'État congolais a dépensé des millions de dollars. Et puis enfin, on remarque qu'il n'y a rien, jusque-là, il n'y a rien. Parfois, on a fait un tour, même dans des images, on voyait que même des tracteurs qui étaient là,
qu'il y avait là, à nos jours, quand on tient dans un bateau, ça commence à faire autre chose. Alors, on comprend qu'il y a dans une certaine mesure un problème de gestion. Est-ce que, on peut dire dans une certaine mesure, il faudrait faire des réformes au sein du gouvernement? Parce que même l'argent que nous exportons, parfois, même l'IGF fait des rapports. Il y a d'autres sommes d'argent qui n'entrent pas dans la caisse de l'État. Est-ce que dans une certaine mesure, on va toujours continuer comme ça avec de mêmes personnes qui cherchent, excusez-moi le terme, de détruire ce pays? Moi, je trouve que peut-être, vous ne trouvez pas que c'est un problème de la responsabilité, soit il faudrait qu'il y ait un peu des réformes au sein du gouvernement. Et puis, Chetak, ce n'est pas seulement les projets de Kangalos, il y a aussi l'aérogare. Il y avait des millions déboursés par l'État, mais jusqu'alors, il n'y a qui. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, nous subissons toujours des éléphants blancs. Donc, nous commençons les projets, mais malheureusement, on ne les achète pas. C'est pourquoi, professeur? Bon, avant de commencer l'émission, nous avons eu l'occasion d'échanger avec vous, n'est-ce pas? Bien sûr. Et je vous ai fait remarquer qu'il y a un problème de gouvernance dans ce pays. Et ce problème part de quoi? D'abord de la vision. Souvent, chez nous ici, on n'a pas de vision. C'est ça le problème. Et mieux encore, je dirais, certains acteurs, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils développent de très bonnes idées. Lorsqu'ils accèdent aux fonctions, les idées disparaissent. Ça, c'est une faiblesse. Mais professeur, pourquoi commencer un projet alors qu'il n'avait pas de vision? Mais laissez-moi parce que comme ça, je vous répondrai. Je dis ceci. Allez-y, merci. Je parle d'abord du comportement du Congolais. Ok. Lorsqu'on n'est pas aux affaires, on a des leçons à donner. Vous voyez, vous savez, moi, si, vous pensez que... mais là, on est fort. Mais c'est lorsqu'on est soumis à l'exercice qu'on arrive à se rendre compte que tel racontait des histoires ou non. Ou encore, la personne pouvait avoir des bonnes idées, mais arriver là, la personne est séduite par l'argent, par les facilités que le pouvoir accorde et on semble oublier l'essentiel. Donc, ça, ce sont les éléments qui dérangent. C'est pour dire que nous avons un problème d'homme en RDC. Il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de leadership, il y a des problèmes de qualité de gouvernance. Et c'est ce qui fait mal à ce pays. Parce que pour bâtir une économie forte, il faut avoir une vision. Non seulement il faut avoir une vision, mais il faut aussi avoir cette capacité de comprendre les enjeux de cette vision, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et mobiliser les moyens pour y parvenir. Certains projets n'aboutissent pas en RDC, peut-être parce qu'ils ont été mal pensés. D'autres, pas parce qu'ils ont été mal pensés, mais parce que la mise en œuvre pose problème. Hier encore, j'étais quelque part où les gens discutaient un peu en disant, mais finalement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut avancer avec autant de contradictions entre les acteurs en place? Le président peut donner une idée qui est bonne, mais on voit que tel acteur est en train de contredire le président. Tout comme aussi, on peut rencontrer des contradictions entre membres du même équipe gouvernementale. Mais avec ça, comment peut-on espérer avoir de bons résultats? Donc, comme je l'ai dit dès le départ ici, c'est qu'il y a un problème de leadership et de gouvernance en RDC. C'est ce qui explique beaucoup de ratés dans le pays. Et partout au monde, nous savons qu'il y a le principe de la continuité de l'État. Lorsque un ministre, un premier ministre ou un président engage le pays dans une activité, ce n'est pas pour son compte, mais c'est au nom de la République. Et le jour qu'il quitte ses fonctions, mais le pays ne s'arrête pas. Le président Kabila est parti, le président Tshisekedi est là. Il faut dire que le président Tshisekedi a repris l'établi à un certain niveau, il doit continuer l'œuvre. Le Premier ministre Ilunga a remplacé Tshibala. Il doit continuer l'œuvre. Il ne faudrait pas arriver, non, bon, parce que ce projet a été initié par Kabila, ce projet par Tshibala, on fait table rase. Non, c'est pour la République. Il faut regarder plutôt qu'est-ce qu'il y a de bon qu'on peut continuer, ce qui est de raté, on ne continue pas, pourvu qu'on puisse préserver les caisses de l'État. Vous avez parlé d'un problème de collecte des recettes publiques. Mais oui, il y a des problèmes sérieux, il y a un problème de recettes. Mais est-ce qu'on a le courage de faire les réformes comme il se doit dans ce pays? C'est ça, en fait, c'est l'équilibre. Quand je parle de leadership, c'est qu'il faut comprendre les problèmes, mais aussi avoir le courage de les affronter. Parce que des fois, les gens ont peur de faire des réformes. Tellement que les gens sont habitués à un système ou un mode de vie, les gens ont peur de faire des réformes, si bien qu'on reste là comme des conservateurs. Et le mal se développe au fil du temps. Et c'est ce qui est dangereux. Mais il faut arriver à un moment de dire non, trop c'est trop, nous arrêtons et adoptons nos comportements. On peut être contredit ou même attaqué, mais il faut le faire pour l'intérêt du pays. C'est ça. Professeur, il y a une opinion qui dit toujours si la RDC sera en train de traverser cette période de crise économique, c'est aussi dû à ces regroupements de gens du RDC. Parce que récemment, je pense il y a presque 2 mois passés, le président avait vraiment le souci que l'économie, que les taux soient stabilisés. Voilà pourquoi il a fait appel au Premier ministre, le ministre des Finances et les gouverneurs de la Banque centrale. Après 2 jours,
avait compris, il y avait spéculation. À un certain moment, le taux qui avait été réduit à 16, et actuellement c'est à 20, 21. Est-ce que c'est, on peut dire que c'est la mauvaise volonté du genre du FCC qui jusque-là, excusez-moi, ne veut pas toujours, si je peux le dire, que l'économie soit maîtrisée, parce que quand le président fait appel à ces gens-là, parce qu'il savait qu'ils en ont la compétence. Alors, après cela, on a vu rien n'avait été changé. Qu'est-ce que vous pouvez dire, professeur Choulet? Est-ce que c'est une question de volonté ou une question de gouvernance à ce niveau-là? Il faut que l'on fasse la part des choses. L'économie ne ment pas. Moi, j'ai eu à vous apprendre l'économie et je vous ai expliqué certains principes en économie. Tout à l'heure, je l'ai énoncé, j'ai dit que le prix est défini par le rapport entre l'offre et la demande. Quand le rapport n'est pas équilibré, la conséquence est que les prix vont subir un choc ou un effet. Alors, quand le taux de change connaît un dérèglement, il faut se demander d'où vient le mal. Lorsqu'il y a des problèmes au niveau des finances publiques, on doit se poser la question, d'où vient le mal? Lorsque vous avez élaboré, par exemple, un budget de 10 milliards, 11 milliards, dans le contexte actuel des choses, est-ce que c'était une bonne approche? Non. Autrefois, je l'ai dit à la télévision. Je suis économiste de formation. Vous avez la possibilité laissez-moi d'abord avancer, mais vous posez des questions. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, on avait commis déjà une erreur grave de mettre le budget à 10, 11 milliards. Ce n'est pas une volonté. L'économie, ça se fait avec des décisions et des réformes. On est vite en besoin. On ne peut pas passer de 5 milliards à 11 milliards en une année. C'est une erreur qui a été commise, il faut l'accepter. La tête, vraiment. Je suis passé à la télévision sur une chaîne de la place aussi. On m'avait demandé, j'ai dit non, on n'a pas besoin d'avoir 60 ministres, mais on en a 60. Pourquoi? 4 ou 5 vice-premiers ministres, pour quelle finalité? Ça grève le budget de l'État alors que nous avons des défis. Il y a des investissements qu'il faut faire par l'État. Mais quand vous prenez l'enveloppe de rémunération, le fonctionnement, c'est le point du budget. Cette année-ci, le taux d'investissement de l'État est de combien? Quelle est la part des dépenses en capital de l'État dans le budget ou dans l'exécution des dépenses de l'État actuellement? Même pas 3%. Mais comment voulez-vous répondre à ces problèmes? Par exemple, vous voulez dire qu'il faudrait qu'il y ait une suppression des institutions? Non, mais il faut qu'il y ait un sérieux dans la conception des choses et dans la mise en œuvre. Quand la conception pose problème, le reste va. Ne dis pas que le président va dire je veux ça. Non, c'est l'économie. Parce qu'il y a des institutions qui connaissent le dépassement de consommation de crédit. On a, je ne sais pas, mais il y a des rapports, des documents qui disent que la présidence elle-même aussi connaît des dépassements de la consommation des crédits budgétaires. Mais c'est un élément qui choque le fonctionnement de l'économie. Alors, vous pouvez dire, on veut ça, mais commencez à ce niveau-là à recadrer les choses. Il y a des effectifs de RIC ici et là. Ce sont des questions qui se posent, mais il faut les régler en face. Il faut les résoudre. L'économie, ce sont des chiffres, ce sont des principes. Le grand problème, c'est le problème de l'exportation. Non, c'est pas de biens exportés. Non. Nous parlons d'abord de ce que nous avons à l'intérieur du pays. Comment est-ce qu'on gère ça? Parce que je parle d'une question de l'équilibre entre l'offre et la demande, entre les recettes et les dépenses de l'État. Quand vous énervez un poste, mais attendez-vous à ce qu'il y ait un choc. Vous avez parlé d'une appréciation qu'on a connue il y a quelques mois ici du taux de change. Mais qu'est-ce qui s'est passé complètement? Mais le gouvernement avait décidé d'arrêter de faire des dépenses. On a arrêté de dépenser pendant un moment. Ce qui fait que la demande s'est rétrécie. Alors que l'offre était restée, ce qui fait que la monnaie s'est appréciée. Mais quand l'État a repris avec son cours normal des dépenses, qu'est-ce qui s'est passé? Le taux a continué à filer. C'est pour dire qu'il faut faire des réformes. Pour faire des réformes, il faut changer certaines choses. Il y a eu des majorations de salaire ici et là non justifiées. Il y a eu aujourd'hui, il y a accroissement du nombre de fonctionnaires à payer. Est-ce que vous savez que près de 70% des dépenses que l'État effectue aujourd'hui vont vers les rémunérations? À un moment donné, on a encore parlé d'une majoration des rémunérations des parlementaires ici. Dans ce contexte actuel. Mais nous sommes intelligents avec vous. Il y a des footballeurs, c'est un pays qui ont accepté de revoir à la baisse leur rémunération ou de laisser partir une partie de la rémunération pour faire face au problème de la Covid-19. N'est-ce pas? C'est un sacrifice. Certains pays africains aussi ont même pris l'option de revoir à la baisse les rémunérations des membres du gouvernement, même du président de la République. Est-ce que nous l'avons fait ici en RDC? Oui, ça. Et au début, lorsque la pandémie a commencé, je pense qu'on nous avait dit que le gouvernement voulait dépenser 1,8 million. N'est-ce pas? Mais quand on parlait de la fête de l'alternance pacifique, on avait entendu parler de 60 millions. Oui, ce sont des problèmes de choix qui posent problème. Donc je pense qu'il faut faire un effort à tous les niveaux. Au niveau du président, Premier ministre, les ministres, du Parlement,
partout, il y a besoin d'un ajustement pour aider le pays à aller de l'avant. Que tous les acteurs s'ajustent pour aider le pays à aller de l'avant. Tout le monde doit se discipliner. Mais il ne faut pas qu'on dise que la discipline, c'est juste l'affaire du gouvernement de tout le monde. C'est professeur, puisque vous venez de parler du coronavirus, qui est un fléau d'ailleurs qui a ravagé presque l'économie mondiale. Aujourd'hui même, la République du Congo se trouve aussi dans ce bain d'ailleurs d'une chute énorme de l'économie. Je ne sais pas quelles seront les mesures qu'on peut adopter pour essayer un peu de stabiliser notre économie juste après ce fléau qui a frappé le monde entier. Bon, après, je ne sais pas quand, parce que quand on dit après, je suppose qu'on n'aura jamais mis fin à la pandémie, mais jusque-là, on n'a pas encore une réponse exacte. Pour preuve, aujourd'hui, il y a une deuxième vague, n'est-ce pas, qui dérange beaucoup les pays de l'Occident. Donc, on ne sait pas quand. Mais actuellement, la crise est bel et bien présente parce que l'économie mondiale ne tourne pas comme d'habitude. Ce qui veut dire que la demande extérieure des produits que nous exportons fait quoi? Ça resserre. Et c'est ce qui va faire que nous ayons du mal à vendre à l'étranger, à gagner des devises et aussi à gagner de l'argent pour l'État. Ce qui veut dire que dans un tel contexte difficile, il faut s'imposer de la discipline. On ne peut plus engager des dépenses de l'État comme bon nous le semble. On doit éviter de pomper les dépenses. Il faudrait plutôt consentir des sacrifices à tous les niveaux pour arriver d'abord à stabiliser durablement le cadre économique. Mais l'économie évolue selon des cycles conjoncturels. Il y a un moment d'expansion, à un moment donné où l'activité économique connaît un tassement, il y a une récession, il faut qu'on tombe vers la dépression. Donc c'est pour dire qu'il viendra un moment où l'économie va se relever. Alors aujourd'hui, je trouve que dans cette crise de la Covid-19, nous avons une opportunité. C'est celle de pouvoir réfléchir à fond sur toutes les questions relatives à notre modèle économique. Pourquoi l'économie n'est pas si performante? Parce que nous avons un système de production peu diversifié. Qu'est-ce que nous avons comme atout aujourd'hui? Et qu'est-ce que l'économie mondiale demandera demain avec la survenue de la Covid? Et qu'est-ce que nous pouvons offrir? C'est la grande réflexion que le gouvernement doit mener actuellement. Et il faut arriver non seulement à faire cette réflexion, mais aussi à décliner un programme d'action pour arriver à prendre des mesures qui s'imposent. C'est facile de dire oui, on a fait tel constat, tel constat. Après avoir fait le constat, il faut agir. Mais il faut savoir élaborer des mesures et les mettre en séquence, chercher les moyens pour les implémenter et ensuite aller vers les transformations requises. Monsieur le professeur, plus de 133 000 agents fictifs et 43 000 doublons dans les entreprises étatiques bénéficient d'ailleurs indûment de la paye des fonctionnaires. Je pense que ceci cause aussi préjudice à l'économie du pays. La mauvaise gouvernance. Mais c'est ça la mauvaise gouvernance. Et ces personnes-là qui sont auteurs de ces comportements débordants, que fait-on d'elles? Il faut que les gens soient sanctionnés. Quand il y a des intouchables, ça ne peut pas aider un profit. Je crois l'avoir dit il y a quelques semaines passées ici, ce qui élève une nation, c'est la réflexion. Parce que sans réflexion, on ne peut rien, mais aussi la justice. La justice. Ça va? Parce que quand les gens se comportent comme des gangsters, ils s'amusent avec les publics et que rien n'est fait pour les sanctionner, mais qu'est-ce qu'on peut espérer avoir comme résultat? Il faut que les gens soient sanctionnés, il faudrait qu'il y ait de la discipline, il faudrait que la gouvernance soit renforcée. Alors pour ça, ça demande que les leaders et les leaders politiques puissent avoir une vision et se traiter durement. Parce que vous enseignez à quelqu'un de faire des bonnes choses alors que vous ne le faites pas vous-même. Que tous les acteurs se disciplinent à tous les niveaux. Que l'on voit des sacrifices conjugués au niveau de la présidence, du Parlement, du gouvernement. Comme ça, les gens vont accepter. Mais comment voulez-vous dire aux fonctionnaires, voilà, les moments sont difficiles, vous aurez peut-être des retards de paiement, mais ceux qui sont en sommet sont rémunérés régulièrement. Ça, c'est un problème. Ou des écarts de rémunération. Il y a quelques mois ou semaines passées ici, les enseignants ont réclamé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les enseignants font un travail lourd. Ils forment les gens, mais on leur donne combien le mois? Et certaines personnes, excusez-moi, qui n'ont peut-être pas leur bagage intellectuel, mais parce qu'elles se retrouvent dans un poste X ou Y, gagnent 10, 20 fois plus que eux. Est-ce que c'est correct, ce système? Donc je pense qu'il y a lieu de repenser cette chose, et c'est important que le pays le fasse maintenant. Donc il y a beaucoup à faire, il y a des transformations profondes, mais il faut que l'homme congolais s'élève. Professeur Choué, je pense que vous êtes le mieux placé de pouvoir nous éclaircir un tout petit peu, parce que vous avez eu à travailler avec Matata Pogno. Il n'y en a pas que lui, j'ai travaillé avec le premier ministre Mouzito. Je suis en train de citer. Oui, non, commencez par respecter l'ordre. J'ai travaillé avec le ministre. Et tous étaient des premiers ministres. Oui, vous avez travaillé avec Mouzito, vous avez travaillé avec Matata Pogno, Guadialo, Matata, vous avez Badi travaillé Banga. avec Badi Banga. Oui. Alors, je pense que vous êtes mieux placé de pouvoir un peu nous éclaircir, parce qu'on dit toujours,
On ne peut pas toujours continuer à dire le mal d'une personne. Il y a aussi, dans une certaine mesure, dire aussi le bienfait de la personne. Alors, qui parmi ce Premier ministre, selon vous, qui a peut-être maîtrisé ou soit remonté l'économie? Parce que en nos jours, on a ce Premier ministre, bon, dans une certaine mesure, on peut dire que on ne juge pas, mais on comprend que l'économie ne marche pas. Jusque-là, il n'a encore rien fait. Alors, nous sommes de citer le ministre qui sont un peu passés il y a quelques années. Qui, selon vous, pouvez dire que non, il a un peu essayé de remonter l'économie? Parce que vous êtes mieux placé à nous le dire. Ma veste est noire parce que j'ai vu le noir. Ma chemise est blanche parce que j'ai vu la couleur blanche, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, j'ai dit que la veste est noire parce que j'ai vu le noir. J'ai dit que la chemise est blanche parce que j'ai vu le blanc. Donc, certaines choses, nous les disons en fonction de ce que nous avons vu. Le Premier ministre Muzito est arrivé et pendant qu'il était aux affaires, le taux de croissance de l'économie a été positif. Donc, pendant cette période, la croissance a été positive. C'est vrai que l'inflation a eu à grimper, le taux de change a connu aussi une certaine dépréciation, mais quand je regarde la première année à laquelle il a commencé et l'année à laquelle il a fini, il y a eu une progression, il faut le dire. De votre net, le premier ministre Matata Kouaga est arrivé en période de transition. Donc, pour des raisons. de dette, après, avec Et les pays sont toujours endettés, même aujourd'hui, le pays est endetté. Est-ce que la dette va disparaître? Elle est là. Mais de dette. oui, non, le problème n'est pas sur les dettes. Avoir une dette, ce n'est pas un problème. Quand la dette est soutenable, elle est soutenable. Aujourd'hui, si vous me prêtez 100 $, pour moi, j'aurais une dette envers vous. Les dettes qui n'ont pas fait de production. Cher ami, laissez-moi parler. Vous voulez que je parle, mais je ne parle pas. Vous pouvez me demander, je peux vous demander de me prêter 100 $ maintenant. Et donc, on dirait en ce moment que je suis redevable de 100 $ par rapport à vous. Mais 100 $ pour moi, je dirais que c'est une dette qui est soutenable parce que je peux dégager 100 $ pour vous rembourser. Donc, le problème d'endettement, c'est celui de sa soutenabilité. Et je pense que pendant que le Premier ministre nous était aux affaires, il y a eu quand même des efforts qui ont été faits pour que le pays soit admis à l'initiative PPTE. Lorsque le Premier ministre Matata est arrivé aux finances, ils ont conjugué leurs efforts et jusqu'à ce que le pays ait atteint le point d'achèvement en juin 2010. Donc il y a quelque chose qui a été fait. Il faut qu'on soit honnête. Muzito part, Kouagalo a fait une petite transition, Matata est arrivé, il a fait aussi un grand travail parce que sous Matata, le taux de croissance a continué son évolution et en 2014, on a frôlé 10% de croissance. Et sous Matata, le taux de change est resté autour de 928 francs congolais, le dollar. Presque 4 ans de stabilité. Mais comment est-il arrivé à cela? C'est à cause de la discipline qui s'est imprimée, lui-même d'abord de son travail, mais aussi aux membres de son gouvernement. Un gouvernement de 40 personnes, je crois. Discipline de la gestion des finances publiques et la Banque centrale a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement pour que la politique budgétaire, la politique monétaire soit mise en œuvre de manière harmonieuse, ce qui a permis justement aussi de préserver cette stabilité macroéconomique. Et donc, il y a eu quelques résultats. En 2016, la situation s'est déroulée parce qu'il y a eu un choc exogène. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est que la structure de notre économie pose problème. Nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Quand il y a un choc, ça fait que le secteur minier, ce qui fait que la croissance qui était à 6,9% en 2015 est tombée à 2,4%, soit une baisse de plus de 4 points. C'est quand même énorme pour une économie. Et calculer les conséquences au niveau des recettes de l'État, ce qui fait que le budget de l'État en 2016 a été revu à la baisse. On a repris en 2017 timidement et Covid est arrivé encore à ajouter. Mais quand vous regardez le Premier ministre Badi Banga, par exemple, il est arrivé aux affaires, mais il a eu une période de gestion très courte. Même pas l'année. Si bien qu'on ne sait pas donc établir quelle était le taux de croissance de l'économie à la fin de ce mandat, mais quand même, il est arrivé aux affaires, il avait aussi son programme, mais malheureusement, la politique faisant aussi ses exigences, il est parti avant. Le Premier ministre Chibala est arrivé, il y a eu beaucoup de dépréciations monétaires en ce moment-là, mais on peut aussi expliquer cette situation de dépréciation par des facteurs politiques. Parce qu'on n'a pas eu les élections à échéance, et parce que les élections n'ont pas eu lieu, ça a créé une crise de confiance dans le chef des opérateurs économiques. Et l'État n'ayant pas assez de moyens, on avait pour l'option de financer nous-mêmes les élections, mais avec des mécanismes qui ont eu à avoir des conséquences sur la capacité future de l'État à collecter des recettes. Parce qu'il y a eu des avances sur impôts. Tous ces éléments ont fait que la situation n'a pas été bonne. Bon, il dit au mois de Songila qu'il a pu organiser les élections, c'est une chose, mais sur le plan économique, il y a eu quand même beaucoup d'éléments qui ont posé problème. Il est parti, le Premier ministre Inouye est arrivé, il a commencé avec son gouvernement, mais déjà il y avait quand même quelques éléments qui posaient problème, parce que comme j'ai dit, je ne suis pas de ceux qui pensent que ce pays a besoin d'un gouvernement à 60 membres. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de donner aux gens des primes politiques pour un pays aussi malade, qui n'a pas assez de moyens, mais dans lequel les gens souffrent, alors que potentiellement, le pays est
Et avec la survenue de la Covid-19, c'est comme s'il y a eu un coup qui est venu sur son gouvernement. Donc on met ça comme étant un des éléments explicatifs. Mais bref, avec tout ce que j'ai dit là, vous devez comprendre qu'il est toujours possible de faire quelque chose pour un pays. Avec des chocs comme le choc actuel, à la limite, si on ne sait pas relancer de manière spectaculaire l'économie, on doit faire un effort pour se discipliner et éviter d'énerver le cadre macroéconomique et permettre à la pression de souffler un tout petit peu. Le chef de l'État et des forces à lutter contre les antivalaires. D'ailleurs, il a pu nommer M. Gilles Alinguette il y a pas longtemps. Ce dernier est en train de travailler corps et âme. Et aujourd'hui, l'inspection générale de finances et la police judiciaire ont fait bloc juste pour traquer les détourneurs, mais aussi les fraudeurs qui sont derrière à blanc les ressources de notre pays. Je pense que la mesure prise par l'IGF de travailler en synergie avec la police judiciaire, c'est parce que c'est une meilleure chose de lutter contre des non, mais il faut le faire. choses. Il faut le faire, mais pourquoi on a créé l'IGF? C'est son travail. Que l'IGF fasse son travail, c'est tout à fait normal. C'est ça, des choses qu'il fallait faire depuis longtemps, mais bon, tant mieux comme l'initiative a été prise et que les choses ont été lancées, avançons, mais que les choses se fassent bien et dans la transparence. Parce que vous voyez, il y a un problème. À un moment donné, il y a des gens qui ont été arrêtés, certains mandataires ont fait des délibérés, mais les temps qu'ils ont passé en prison, c'est des limitations qui peuvent être considérées comme étant arbitraires. Et si on était dans un système où ils pouvaient attaquer le ministère public à cause de détentions qui n'étaient pas justifiées, voilà ce que ça fait. Que les acteurs fassent leur travail, sont les mandats qui leur sont conférés, mais que tout se fasse dans un climat de sérénité pour éviter les ratés dans ce que nous faisons. Mais ce que je ne comprends pas est que nous-mêmes Congolais, nous voulons que l'UGF fasse son travail comme il se doit, mais il n'y a pas très longtemps où on a essayé de poursuivre M. Pachan Kaïba qui est directeur, M. Pachan Saïba qui est directeur à l'OGFM. Il a été arrêté il n'y a pas trop longtemps, mais ces agents le réclamaient, que non, si il est libéré, nous n'allons pas travailler. Bon, nous-mêmes Congolais, nous cherchons que l'UGF fasse son travail très bien, comme il se doit, mais malheureusement, nous-mêmes Congolais, nous encourageons s'il est mal. Il est où maintenant? Il a été libéré il n'y a pas trop longtemps parce qu'il a accepté de collaborer avec la justice, je ne sais pas pourquoi. Non, mais collaborer, bon, en fait, vous allez m'expliquer, moi je ne comprends pas le terme de collaborer avec la justice, parce que la justice doit faire son travail correctement. Personne ne peut, n'est-ce pas, en faire le travail qui est fait par la justice. Si on l'a libéré, je fais foi à la justice de notre pays, je suppose qu'il n'y a rien à sa charge. Parce que s'il y avait des éléments à sa charge, on ne pourrait pas le libérer. Si on l'a libéré, c'est... Alors, donc, vous comprenez qu'il y a un problème. Il doit faire un effort. Et ce n'est pas aux agents de faire la pression sur la justice, non. Il faut que les principes restent très clairs. S'il a été établi qu'il a commis des erreurs, eh bien, la justice doit faire son travail. Et ce n'est pas aux agents de l'entreprise qu'il revient de faire sur la justice. Même le premier ministre peut faire la pression sur la justice. Il faut laisser quand même la justice faire son travail. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que je fais remarquer qu'il faut faire vraiment un effort pour que les institutions fassent correctement leur travail sans qu'il y ait une influence externe, mais que tout se fasse bien. Il ne faudrait pas aussi que l'on instrumentalise les outils en faveur de X et en faveur de Y. Ça, c'est ce que nous voulons. Alors, les agents de l'IGF, jusque-là, ils parlent trop dans les réseaux sociaux qu'ils sont vraiment menacés. Alors, par exemple, prenons les cas de la Banque centrale. Il y a quelques temps où l'IGF nous a fait voir qu'il y avait une somme estimée à 650 millions qui devait normalement entrer dans la caisse de l'État, mais qui a été placée dans 52 comptes parallèles. Alors, il y a aussi une entreprise minière qui verse son argent régulièrement, 100 millions, qui n'est pas toujours, qui n'avait pas été versé dans le compte général du Trésor. Voilà. Est-ce que dans un pays qui soit, excusez-moi, qui soit normal, l'IGF est là pour, n'est-ce pas, contrôler un peu les administrations, comment est-ce qu'il y a des entrées sur l'argent. Alors, dans une certaine mesure, ils sont menacés. Quand ils font des contrôles, ils sont menacés. Vous avez quelque chose à censurer là-dessus? Non, mais l'IGF relève du président de la République, n'est-ce pas? Je pense que le gouvernement de la Banque centrale est élu par le président de la République. Le premier ministre est élu par le président de la République, n'est-ce pas? Si il est établi qu'il y a une mauvaise gouvernance au niveau des institutions et que tous les éléments sont réunis, mais il revient au président de la République de prendre les mesures qui s'imposent. C'est tout. S'il est établi que le gouverneur a mal géré, ben, qu'il prenne en main le dossier pour sanctionner. C'est ce qu'on attend de lui. Mais si ce n'est pas le cas, il
faudrait pas aussi chercher des poux sur la tête du gouverneur. Si parce que vous l'avez bien dit, on voit ça dans les réseaux sociaux. Est-ce que l'IGF confirme ça? Est-ce que les institutions qui sont impliquées dans l'analyse du dossier confirment? Si c'est confirmé, on transmet le dossier au président public et c'est lui qui va prendre des mesures qui s'imposent. Mais si on dit qu'il y a des faiblesses et que le président ne prend pas des mesures, à qui reviendra la faute? Je pense que les choses sont très claires à ce niveau. Donc je suis de ceux qui pensent que oui, il faudrait éviter de jouer avec les deniers publics. S'il y a de l'argent qui devait entrer dans le compte général du Trésor qui n'est pas entré, et qu'on s'établit qu'il y a eu une fraude, de la supercherie ou un détournement, ben, que les personnes qui sont derrière ces pratiques soient sanctionnées. Mais la sanction vient de qui? Du chef d'État, qu'il sanctionne. Et là, nous allons applaudir. Parce que moi, ce que j'attends de lui, qu'il sanctionne pour l'intérêt du pays. Je peux dire que pour ces pays, on peut aussi avoir besoin, je pense, des investisseurs venant de l'extérieur. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de rencontres d'investisseurs entre donc les investisseurs et les chefs de l'État qui ont signé des contrats qui pouvaient d'abord investir dans notre pays. Mais malheureusement, ces derniers fuient trop l'insécurité d'ailleurs qui frappe notre pays. Ça, là, aujourd'hui, c'est le Grand Katanga qui subit une insécurité totale. On tue même en pleine journée, on tue à midi, on tue le soir, la nuit. Donc, toutes les maisons sont dévalisées. D'ailleurs, si on attaque un quartier, on peut dévaliser peut-être 10 ou 15 maisons. Je ne sais pas, les investisseurs peuvent venir comment alors qu'il y a l'insécurité partout. Partout, et alors partout. Effectivement, vous avez raison, c'est un problème qui dérange le pays. Nous avons des problèmes de sécurité qui font que l'investissement a du mal à s'installer. Et c'est comme ça que ceux qui sont honnêtes doivent reconnaître que le président de la République a une tâche très difficile. Très difficile. Mais tout ce que nous pouvons lui demander, c'est de se nourrir de beaucoup de force et de courage et d'énergie pour pouvoir affronter ça et qu'il cherche aussi à être accompagné par des personnes qui pourraient lui apporter un concours dans la mise en œuvre des politiques requises pour pouvoir arriver à changer le cours des choses. J'ai pu parler avec un politicien en privé, il me dirait que non, c'est aussi le problème du taux de chômage d'ailleurs qui est en train de frapper notre pays, raison laquelle il y a maintenant l'insécurité, parce qu'il y a de jeunes gens qui se sont plongés dans l'insécurité. Il y a le problème du banditisme de rue qui se développe et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de désœuvrés. Mais il y a aussi des problèmes de sécurité à l'est du pays qui ne relèvent pas de ça. Quand l'armée zambienne, par exemple, entre en RDC, c'est le chômage est tout non. Et les groupes armés qui opèrent depuis des années à l'est du pays, tous ces problèmes-là au niveau des frontières à l'est, est-ce que ce sont des problèmes liés au chômage? Non. Le problème est complexe, certes. Et c'est ça que je dis que c'est devant un problème qu'on arrive à savoir quelle est notre vraie force, notre capacité à pouvoir attaquer et répondre à un problème. Et donc, il faudrait que le président public puisse s'investir davantage dans ça et chercher à ce qu'on puisse l'accompagner dans la résolution de ces problèmes parce que c'est un élément obligatoire pour pouvoir aider ce pays à créer un climat des affaires sain et lequel climat permettra à ce qu'on puisse attirer plus d'investissements et garantir à l'économie une plus grande croissance. Beaucoup de troupes rebelles font toujours des redditions, mais après quelques temps, ils rentrent, ils retournent encore dans la brousse. C'est pour dire que le problème n'a pas été résolu correctement. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État, d'ailleurs, il y a 2 jours ou un jour comme ça, le chef de l'État, lors de sa visite à Goma, il a réaffirmé sa décision de s'installer à Goma juste pour que la paix soit restaurée dans cette partie du pays. Et il a aussi promis du travail aux jeunes gens qui se trouvent dans des groupes armés. Je pense que ça, c'est une très bonne stratégie adoptée par le chef de l'État pour lutter contre ces groupes rebelles. Bon, on va voir. Il a annoncé une stratégie. Nous faisons foi à cela. On va voir ce que ça donne comme résultat par la suite. Mais moi, je pense que le problème n'est pas son installation. Il peut s'installer là-bas ou pas. Ce n'est pas ça vraiment la vraie solution. Il y a des problèmes d'organisation de l'armée, de la police, des services de renseignement et de sécurité. Il faut améliorer leurs conditions de travail. C'est très important. Il faut motiver les membres de la police et de l'armée pour qu'ils fassent ce travail. Mais j'ai suivi la présidente de l'Assemblée, Mme Abounda, il y a quelques mois ici. Elle faisait remarquer que les militaires qui sont au front n'ont pas à manger. Leurs familles sont abandonnées à leur triste sort. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse se battre pour défendre le pays alors qu'il n'est pas rémunéré? Conséquemment, sa famille se trouve dans des conditions difficiles. Ce sont des choses qu'il faut régler. Pas un peu ça. Ce sont des problèmes qu'il faut régler pour renforcer l'efficacité de l'action de l'armée ou de la police. Et ce sont des gens comme nous. Quand vous payez à un policier 100 000 francs avec les conditions ou le niveau actuel de vie,
est-ce que c'est conforme? Ouais, donc, nous, en économie, nous parlons des salaires d'efficience. Vous payez à quelqu'un une rémunération qui motive la personne à faire le travail pour lequel on l'a engagé. Et c'est ce qu'il faut faire aussi de l'armée. Ceux qui sont comme nous, ils ont des droits. Il faut qu'on puisse soutenir l'armée et la police. Il faut leur donner les moyens pour qu'ils fassent leur travail. On a des gens forts, brillants, mais on leur donne quels moyens pour agir? C'est ça aussi un des défis. Donc moi, je pense qu'il faut continuer les réformes dans la police et l'armée, doter ces institutions de moyens pour qu'ils puissent faire leur travail. Que le président, c'est un signal politique, peut-être, mais la résolution, c'est sur terrain. Il faut prendre des mesures qui s'imposent sur terrain pour que les choses aident. Parlons élection prochaine. Il y a bien des gens qui disent que les élections n'auront pas lieu en 2023 parce qu'il y a une sécurité ou parce que les moyens ne sont pas réunis convenablement. Alors, il y a d'autres d'ailleurs qui projettent des élections pour 2030. On a reçu l'honorable, plutôt le ministre honoraire Basile Longo il n'y a pas trop longtemps. Il nous a parlé de... Qui, pardon? Monsieur Basile Longo, le ministre honoraire de l'Intérieur. Voilà, lui nous a parlé de la tenue d'élections en 2030 parce qu'il faut réunir les moyens possibles pour que les élections soient transparentes et crédibles. Monsieur Ngoïka Sanji lui parle du suffrage universel, ainsi de suite, alors que cela est contesté par l'opposition. Je ne sais pas quelle est votre lecture par rapport à ce genre de propos. Le pays appartient aux Congolais. Monsieur Basile est un Congolais parmi tant d'autres. Il a de son point de vue. Je puisse donner mon point de vue parce que je suis Congolais. Il faut aussi faire de même, n'est-ce pas? Mais pour ce genre de questions, il faut laisser le peuple trancher. Ça va? Il faut que l'on accorde la parole au peuple. On ne peut pas changer les scènes tout comme ça. C'est vrai qu'il y a eu des chocs, notamment la Covid-19. Les situations sécuritaires sont des chocs. Mais laissez le peuple parler. Est-ce que les Congolais veulent ce changement de mode de suffrage? C'est des questions qui se posent. Est-ce que les arguments qui sont présentés rencontrent l'aspiration des arguments du peuple? Ça, c'est ce qu'il faut faire actuellement. Il ne faut pas venir parler au nom du peuple, parce que tout le monde parle du peuple. Mais quand on est aux affaires, on semble oublier le peuple. C'est ce qui se passe en RDC. Les gens vont se dire non, le peuple. Mais quand on est aux affaires, on semble oublier. J'ai dit tout à l'heure que quand on n'est pas aux affaires, on a des bonnes idées. Et quand on a une petite portion de pouvoir, on change radicalement. Et ce n'est pas ce qu'il faut pour le peuple. Il faut rester cohérent avant, pendant le mandat et après le mandat. Bonsoir. Est-ce que vous êtes d'avis, comme le dit l'honorable Ngoïka Sanji, est-ce que vous partagez d'avis à ce que le président de la République soit désormais élu par le parlementaire qui est... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Non, laissons au peuple le soin de se choisir un décideur. Déjà, vous avez suivi, c'est déjà ça qu'il y a eu beaucoup de contestations par rapport même aux élections passées au niveau même du Parlement. Alors, ces personnes qui ont été contestées pour certains, est-ce qu'on va leur laisser... Si jamais on décidait que le peuple commence à voter, pour que continuer à voter, il y a vraiment un grand coup qui s'ensuit. Alors voilà, ils ont l'argent. Et s'il y a un problème de légitimité, ce n'est pas un coût énorme par la suite. Il faut peser le pour et le contre. Mais j'estime que le problème qui a souvent dérangé, c'est un problème de légitimité des dirigeants. Et pour moi, c'est une question qui doit être prise en charge dès aujourd'hui avec beaucoup de sérénité. Monsieur déjà, toujours politique. Oui. Vous êtes économiste, mais vous... Oui, je suis dans la politique aussi de la politique et ainsi de suite. Je suis là. Vous avez aussi des ambitions dans la politique de devenir ministre, président de la République, comme je vous Oui, pourquoi pas président de la République et chancelier. Mais quelles sont vos ambitions? Mes ambitions? Oui. Depuis que j'étais tout petit, je disais à mes parents que je dirigerais ce pays. Donc, j'ai cette ambition-là de participer à la décision au plus haut. Donc, si Dieu me donne d'être Premier ministre, d'être président de la République, je le ferai et je le ferai avec tout mon cœur parce que j'aime ce pays. Donc, et je dédicace ce pays. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes électron libre, politiquement parlant. Ici, on vous appelait... Je suis l'homme du peuple. Je suis l'homme du peuple. Donc, vous travaillez... Je suis l'homme du peuple, je travaille pour ce peuple et mon ambition, c'est de bâtir une nouvelle république démocratique du Congo où on aura une classe d'hommes d'État qui impulse le progrès pour l'intérêt de la population, pas une classe politicienne qui utilise le peuple comme marchepied pour servir les intérêts qui sont les leurs. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Shadrack Ndibou, et moi, afin de clôturer. Amour, écoutez, je suis vraiment très content d'être en face
d'un économiste des hauts talents, de la personne de professeur Alexandre Chouet. Alors, je pourrais me rappeler, c'est mon professeur aussi de microéconomie. Alors, je suis vraiment content qu'ils soient aujourd'hui dans notre studio et je pense que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Merci, amour. Merci, monsieur Alexandre Nchio. Nous vous disons encore une fois merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Restez connectés et branchés sur 15 Télévision chaque samedi à partir des 19h30 et en diffusion dimanche à 16h30. Vous allez suivre l'intégralité de l'émission. Pour ceux qui veulent nous suivre, qui sont à l'extérieur et qui veulent nous suivre via YouTube, nous sommes sur le Deux Frères TV et Télévision. Et là, vous allez nous retrouver. Merci mesdames et messieurs. Nous vous disons encore une fois au revoir.